Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, nous n'allons pas évoquer une marque en particulier, mais plutôt un thème majeur pour les marques, et même parfois ce thème est même un peu oublié. Nous allons évoquer l'importance de former ces équipes et plus particulièrement la formation des conseillers de vente dans le secteur du luxe. Pour ce faire, je reçois l'une des expertes françaises les plus reconnues dans ce domaine, à savoir Sabine Thémin de Luxury Tail. Bonjour Sabine. Bonjour François-Xavier. Je suis ravi, absolument ravi de vous recevoir. J'ai pu encore vous écouter il y a quelques semaines lors d'une conférence. J'étais absolument captivé, notamment par la profondeur de votre discours, votre clairvoyance et tout simplement cette simplicité à exprimer des choses qui peuvent paraître parfois logiques d'un point de vue strat. Pour débuter cette émission, et avant même de rentrer justement dans le vif du sujet, pouvez-vous présenter, nous dire quelques mots d'ailleurs de votre expérience très très riche. Quand je regarde votre parcours, notamment quand on se connecte sur LinkedIn, waouh, c'est quelque chose. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là. D'habitude, c'est moi qui suis à votre place. C'est vrai. Donc, je me retrouve du côté de l'invité. Donc, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vais jouer au jeu du podcast. Donc, je suis Sabine Thémin. Pour me présenter, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Puisque j'adore faire des études. Donc, j'ai fait un premier MBA à Paris, Philadelphie, Tokyo en 1996. J'ai travaillé par la suite dans des prestigieux cabinets d'audit et de conseil chez EY et Mazars, au marketing, à la com, au knowledge. Puis, j'ai décidé de réorienter ma carrière et j'ai fait un second MBA à Subdelux en 2007, où là, j'ai vraiment débuté ma carrière dans le secteur du luxe. Et en 2019, je me suis dit, allez, tiens, reprends tes études. J'ai été certifiée coach au sein du programme exécutif HEC. Je n'avais pas HEC dans mon CV, donc c'est désormais chose faite. Et donc voilà, j'exerce pas trop ma pratique de coach, mais ça me sert évidemment dans mon quotidien, dans la formation des équipes. Et en 2011, j'ai donc créé Luxury Tail. Luxury Tail. Et justement, Luxury Tail, comment définir justement cette entité, cette marque ? C'est vrai. Merci. Luxury Tail Paris, Luxury Tail, c'est un cabinet de conseil et un organisme de formation spécialisé dans le luxe, le retail, l'expérience client. Mes clients sont toutes les maisons du secteur du luxe, que ce soit en horlogerie, joaillerie avec Omega, Tissot, grands magasins, la Samaritaine, la mode, Balenciaga, Paco Rabanne, l'univers également des vins spiritueux avec le groupe Pernod Ricard ou encore les voitures avec Porsche. Et je forme toutes les équipes retail, principalement des conseillers de vente, conseillères de vente, voire les commerciaux pour Pernod Ricard, donc au code du luxe, aux techniques de vente, à l'accueil de la clientèle internationale. C'est un sacré programme. Vous avez notamment aussi lancé Academy Luxury Tail, le premier site de formation en ligne dédié au luxe et au retail avec des modules d'e-learning. Comment cela fonctionne-t-il au regard justement des très belles marques que vous venez de nous citer ? Alors en fait, quand j'ai lancé Academy Luxury Tail, l'objectif c'était vraiment de permettre à toute personne qui souhaite travailler dans le secteur du luxe ou bien développer ses compétences dans le secteur du luxe d'avoir accès à des modules de e-learning. Ce sont des modules qui sont accessibles à tous, il n'y a pas de prérequis. On est vraiment sur les codes du luxe, on est sur des modules qui se développent en plusieurs temps. Donc les codes du luxe, les techniques de vente appliquées au luxe et les règles d'or pour intégrer le secteur du luxe. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut travailler dans le luxe, il y a des codes. Et si on ne nous les explique pas, c'est très compliqué d'intégrer ce secteur. Et l'objectif donc, de Academy Luxury Tail, c'était vraiment de permettre à toute personne qui souhaite intégrer l'univers du luxe, le secteur du luxe, de pouvoir un petit peu prendre connaissance de
ces codes et d'avoir un minimum d'informations sur les fondamentaux. Et quelquefois développé en co-construction avec les marques? Pas du tout ou... Jamais. Jamais. C'est que basé sur mon expérience, sur D'accord. mon retour d'expérience, avec des activités, des quiz qui sont très bien menés tout au long de ces modules. Voilà. On a justement échangé et c'est important de revenir sur ce thème central de cette émission puisque on voulait justement mettre en avant la logique dans cette émission de l'importance de la formation de vente dans le secteur du luxe. Et j'aurais vraiment que vous puissiez nous éclairer justement par votre expertise en abordant notamment quelques exemples de marques comme vous les maîtrisez si bien. Alors, je vais peut-être vous répondre via des exemples. L'année dernière, la Samaritaine m'a contactée en vue des Jeux Olympiques pour former toutes les équipes de la Samaritaine, soit 350 collaborateurs, à l'accueil de la clientèle internationale. Donc, comment ça va se passer? L'objectif, évidemment, on ne va pas se mentir, c'est d'augmenter les ventes. Mais pour ça, il va falloir un petit peu onboarder les équipes. Comment ça se passe? Je vais travailler par séquence. En étant Calliope, je suis certifiée donc Calliope, gage de qualité dans l'univers des organismes de formation. Et je vais travailler le plus possible via des activités. Je ne peux pas faire du top-down pour des personnes qui ont l'habitude d'être sur le terrain, qui ont l'habitude d'être debout et qui se retrouvent assis pendant 7 heures dans une salle. Donc, on est vraiment sur du concret. On va faire des De jeux la de mise en rôle, situation. des mises en situation. Je vais utiliser des caouts, c'est-à-dire des activités formats digitaux, pardon. Je vais utiliser des roundtables où chaque personne va pouvoir alimenter ce qu'il sait. Et en fait, je suis là pour transmettre de l'information. Pour moi, je ne vais pas les former parce que je dis toujours que mes équipes, c'est elles qui ont le knowledge, qui ont le savoir, qui savent vendre. Je vais leur donner des tips, des techniques. Quand un client chinois vient en boutique, pour leur proposer de l'eau chaude parce que c'est ça qu'ils vont apprécier. Quand je vais avoir une cliente du Moyen-Orient, même si je sais parler l'arabe, je ne vais pas directement aller lui parler en arabe, mais en anglais, si cliente veut parler arabe, bien sûr, dans la mesure du possible où je parle la langue, pouvoir m'exprimer ainsi. Mais quand on vient en France, on cherche le luxe à la française, l'expérience à la française. Pareil, sur cette même thématique, j'ai formé les équipes de Omega, puisque c'était le partenaire officiel des Jeux Olympiques Paris 2024, qu'il y avait également beaucoup de brand ambassadeurs sportifs qui représentaient la marque. Et là, c'était vraiment leur inculquer. Donc, il y avait Omega qui les formait sur toutes les techniques pour pouvoir bien répondre aux clients sur le côté un peu technique, chronométreur officiel depuis plus de 35 fois. Et moi, mon côté, c'était vraiment leur inculquer la culture, savoir parler de la marque, savoir vendre, savoir poser les bonnes questions, être focus client. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, ne pas être focus client. Le plus je vais m'intéresser à mon client, le plus je vais pouvoir en découvrir des choses sur lui, m'intéresser à lui et faire du upselling et du cross-selling, c'est-à-dire vendre plus, vendre des éditions limitées par exemple. Et faire de la vente croisée. Exactement. Je fais la traduction pour les non-initiés. Exactement. Justement, quand je vous écoute, quels sont les besoins initiaux des marques qui font appel à vous? Comment vous approchent-ils? Parce qu'on pourrait quand même imaginer que certaines marques, sans forcément toujours les citer, mais sont déjà parées à toute éventualité en termes de vente et de formation de vente. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le luxe, bien sûr, vous allez avoir des académies, vous allez avoir des learning, des centres de formation en interne. Mais ces centres de formation vont former à quoi? À l'ADN de la marque, au storytelling, au savoir-faire, aux produits, aux collections, que ce soit dans l'univers de la mode, dans l'horlogerie, même dans la pâtisserie. J'interviens également pour une marque, meilleur ouvrier de France, champion du monde des desserts, Maison Café. Donc, on a besoin de savoir la provenance des matières premières, par exemple. Là où moi, je vais intervenir, c'est sur les techniques de vente, sur les codes du luxe. C'est comment mettre en application ce qu'ils auront appris dans leur école, en interne, avec leurs clients. Comment je vais valoriser finalement une montre en parlant du storytelling, en posant les bonnes questions. Connaissez-vous notre maison? Je suis sur une question fermée. Oui, non, c'est pas grave, ça va m'amener à une réponse. Client répond non, je vais pouvoir expliquer au client l'histoire de la marque, l'histoire de la maison. Client répond oui, je connais
aimé votre maison. Très bien, monsieur. Quelle collection possédez-vous? Et là, je vais pouvoir créer du lien avec mes clients. Moi, mon rôle, c'est de pouvoir traduire ce qu'ils auront appris en interne. Souvent, les conseillers de vente connaissent tout. Ils connaissent la marque, connaissent les collections, mais ils ne vont pas le ressortir face aux clients. C'est pour faire émerger ce qu'ils savent, de pouvoir le faire vivre une expérience. On va parler d'expérience client. Une façon de les challenger aussi. Une façon de les challenger, de leur dire, vous, encore une fois, c'est vous qui serez sur le floor demain, c'est vous qui savez vendre à vos clients, mais dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. On n'est pas là pour parler d'un budget, parce que quand on vient chez vous, on sait très bien qu'on n'est pas sans les dévaloriser ou au manège, aux bijoux ou dans une boulangerie, ce qui peut être très très bien, mais quand un client vient dans une marque de luxe, il sait où il va. Donc pour moi, je dis toujours que l'argent n'est pas un sujet, mais bien au contraire, je vais m'intéresser à mon client, lui poser des questions, lui faire un compliment par exemple. On va passer, pour moi, le small talk, c'est quelque chose de très très important qui va pas forcément être un prix, vous voyez, en interne au sein des maisons, mais pouvoir leur dire déjà, le small talk, c'est pour moi parler de la pluie, du beau temps, de la météo, des enfants, quand on vient avec un enfant ou bien d'une particularité sur un look, sur un sac avec une marque, avec un logo. Les clients adorent qu'on leur fasse des compliments et c'est voilà cette première prise en charge peut-être d'accueil qui va faire en sorte de briser la glace et de pouvoir faire vivre une expérience un peu différenciante à mes clients. Moi, je dis souvent, vous pouvez demander à vos clients quand vous les accueillez, bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue dans telle maison, comment allez-vous aujourd'hui? Ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France et je trouve que c'est quelque chose qui peut surprendre les personnes. Alors évidemment, on va parler des 3V, la communication verbale, non verbale, de la tonalité, mais avec un sourire, en étant avenant, ça c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, en boutique, peut-être que nous avons moins de trafic, mais à partir du moment où le client est bien pris en charge, en termes de durée, le temps de la visite sera plus long et le panier moyen, évidemment, va augmenter. Oui, et puis très, très dans le détail, ça me fait réfléchir à l'idée que culturellement parlant, ça challenge par rapport non plus à la logique de French Touch, de Made in France, de fabriquer en France, d'avoir cette culture franco-française, c'est que au bout d'un moment, le petit Have a nice day quand la personne repart ou Good day, parce que si c'est un anglais, c'est pas la même chose qu'un américain, etc., va faire effectivement cette différence. D'après vous, en tant qu'experte, c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellé lorsque je vous avais écouté lors de cette conférence. On avait l'impression que le drame dans la finalité de certaines marques, c'était justement de ne pas s'intéresser à cela. C'était se dire que c'était un peu le parent pauvre, mais c'était pas finalement si grave parce que le produit, les collections, la grandeur de la marque allait, dans la finalité, amener les ventes. Alors, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est quand mon conseiller de vente se croit supérieur à la marque. Et on va être uniquement focus produit. Et moi, je me bats pour ne pas être focus produit, parce que les conseillers de vente ont la formation. Ils ont été formés en interne aux produits, aux collections, aux directeurs artistiques, aux tendances de la marque, mais d'être vraiment focus client. Et c'est dans ce sens, en ce sens où je pense les maisons, les marques de luxe font appel à moi pour avoir un peu cette dimension humaine, cette dimension authentique, sincère, de pouvoir s'intéresser aux clients. Il faut dire aussi quelque chose, François-Xavier, c'est que on a la pression du chiffre d'affaires. Les conseillers de vente ont la pression du chiffre d'affaires, ils ont la pression des clients et ils sont en sandwich entre les deux. Et parfois, c'est vrai qu'on est sur cet objectif à atteindre, mais finalement, quand on prend un petit peu de hauteur, quand on s'intéresse aux clients, comme on dit souvent dans l'univers du luxe, on reçoit un client comme on reçoit un ami à la maison, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de laisser la porte entrouverte, de ne pas accueillir ses amis et d'aller lui dire va te servir dans le frigo. Ça, c'est quelque chose qui c'est impossible. Finalement, dans l'univers du luxe, je vais accueillir un client, je vais m'intéresser à lui. S'il vient pour un événement spécial, je pense à l'univers, je pense à la rue de la Paix ou Place Vendôme, pour quel événement êtes-vous venu? Déjà, l'importance du vocabulaire, je ne parle pas d'occasion. Pour moi, l'occasion, ce sont les voitures d'occasion. On va parler d'un événement. On vient parce qu'on va se marier. Au lieu d'installer tout de suite le client à une table, félicitez-le. Oh, mais toutes mes félicitations. Quand est-ce que vous avez prévu de vous marier? Où avez prévu de vous marier? Et tout ça, ces deux questions anodines, ça vous permet déjà d'en savoir un peu plus sur le timing, sur l'achat de la bague ou de la montre éventuellement, et ou de pouvoir discuter si c'est en France, si c'est dans le nord, dans le sud ou à l'étranger, de vraiment commencer à créer du lien avec son client. Créer du lien, de l'affinité
mais c'est aussi un langage tactique, Ah bah oui, bien parce que sûr. dans la finalité, on est là pour vendre. On est là pour vendre et quand vous parlez d'un langage tactique, moi je suis la spécialiste du vocabulaire du luxe. Il y a des mots qui font plus Allez, luxe. un petit florilège. Bah, alors un petit florilège. Donnez-nous allez, quelques expressions comme ça. Alors, j'ai pas d'expression, mais Non. pour moi, je vais jamais utiliser le mot vendeur. Comme je l'ai dit dans la conférence Conseiller. du Journal du Luxe, c'est vraiment quand tu es vendeur, c'est que tu as raté ta vie, alors que c'est tellement beau d'être un conseiller de vente. Donc, voilà, je vais utiliser le mot conseiller de vente. Je vous remercie. On va parler alors, c'est vraiment des détails, mais le luxe est fait de détails. Quand on remercie une cliente, au lieu de dire de rien, on ne vous remerciera jamais pour rien. Donc, c'est pour quelque chose. Je vous en prie, inclure les mots plaisir. Pareil pour les mots occasion. Je dis un mariage, c'est pas une occasion. On est là sur un événement. Donc, pour quel événement êtes-vous venu? On parle jamais de budget. On peut parler de la valeur accordée au cadeau que l'on souhaite se faire ou que l'on souhaite faire. Donc voilà, ça va aller. On parle d'une maison de luxe. On parle pas d'enseigne. C'est toutes ces petites phrases, ces petits mots. Bah voilà, le mot petit également qui vont faire la différence. La différence très importante pour les marques, on est bien là autour du sujet de la marque. J'ai allez, une toute petite question qui fâche. J'ai eu peur. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Cette petite question, vous allez voir, elle est toujours très douce. Moi, je voudrais remettre sur le tapis une chose que l'on voit un peu partout, qui n'est peut-être pas en opposition finalement avec votre métier, avec votre expertise, votre expérience auprès des marques pour lesquelles vous intervenez, mais globalement, on peut voir un peu partout qu'on n'arrête pas sans cesse de nous parler d'innovation digitale, toujours plus fine, avec plus de data, qui va comprendre le client à la place finalement de l'humain. Est-ce que c'est pas un peu le miroir aux alouettes, là, cette idée-là, d'avoir justement du digital qui veut surpasser l'humain, mais dans le fond, le vendeur est toujours quand même face au client et c'est quand même peut-être lui qui va faire la différence? Alors, moi, je trouve que les innovations digitales peuvent apporter beaucoup à condition de savoir utiliser les outils qui vont être à notre disposition. Je pense à Lancôme, Maison Lancôme sur les Champs-Élysées, où on peut vous faire un diagnostic de peau, Oui. où vous avez des miroirs, où vous pouvez voir la couleur de votre rouge à lèvres, de votre mascara, de votre fond de teint. Alors, il y a le sujet où la machine est cassée et on aura investi, et évidemment, ce ne sera pas les gens de la boutique qui pourront la réparer parce que ce n'est pas leur métier. Chez Lancôme, vous avez également un outil où vous mettez votre tête, on va vous faire un diagnostic. Si on n'a pas appris au Beauty Advisor comment utiliser cet outil, c'est quelque chose qui va être très beau dans la boutique, mais qui ne va pas servir. Moi, je pense que des innovations digitales, oui, elles peuvent nous servir pour nous clients et pour les conseillers de vente, à condition d'avoir formé les équipes. J'ai en tête une anecdote où c'était il y a très longtemps, le Club Med avait investi dans des casques à réalité virtuelle où on se projetait, ça permettait aux clients en plein hiver, il y avait un test qui avait été fait au Canada à moins 20 degrés où on mettait le casque en réalité virtuelle avec des destinations comme la Martinique, la Guadeloupe, et vraiment les personnes qui avaient fait ce test dans la rue s'imaginaient concrètement au sein du Club Med de la destination qu'on leur proposait. Quand ce dispositif a été proposé au sein des agences, on a oublié de former les équipes. Et ce sont un investissement qui a été, à mon avis, colossal, qui n'a pas été mis en œuvre au départ. Après, j'imagine qu'ils ont dû redresser le tir. Mais voilà comment apporter une super expérience, embarquer les clients dans leur voyage quand on est en hiver pour les envoyer, pour les projeter pour le mois de juillet ou le mois d'août. Mais si on ne sait pas comment l'utiliser, bah là, effectivement, ces innovations digitales, elles vont servir à rien. Donc, comme vous le disiez, en effet, l'humain, l'outil, les innovations digitales vont être au service de l'humain à condition d'avoir bien été formés, de faire prendre conscience aux équipes de l'objectif, de l'utilité et puis bien sûr l'objectif c'est de leur faire comprendre que ça va leur augmenter leur vente et c'est ce que cherchent les conseillers de vente in fine et les marques bien sûr. Une modernité utile, pratique, oui. Et surtout qui va être complémentaire parce que on n'est pas dans la substitution pure et dure. Et justement, en parlant de substitution, augmenter les ventes dans les boutiques, c'est valoriser les équipes de vente. Comment aujourd'hui ça se traduit si vous avez notamment, pourquoi pas, un exemple en tête, comment certaines marques valorisent justement positivement leurs équipes de vente? Alors, je dirais déjà, il y a 2 mots, 5 lettres, bravo et merci.
Ça peut faire toute la différence de motiver. Je vais avoir différentes formules en fait pour motiver les équipes. Je vais avoir les primes, je vais avoir les bonus. Je vais avoir pour moi aussi des cadeaux d'équipe, des challenges, mais faits de manière bienveillante. Je pense que c'est ça qui est important quand on a des challenges. C'est des challenges d'équipe, des challenges boutique. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. J'ai formé en fait en multimarque tout la Vallée Village, client la Vallée Village en multimarque. Et en l'occurrence, il y avait je pense à Lacoste et à Ralph Lauren. Alors, j'avais rarement vu un sentiment d'appartenance aussi fort à la marque Ralph Lauren. Je pense qu'ils offrent vraiment beaucoup d'habits à leurs équipes parce qu'ils adorent la marque. Donc déjà, le cadeau, ça peut faire toute la différence. On n'avait pas un dress code comme on peut l'avoir dans une maison de luxe classique, mais ils sont vraiment habillés. Il n'y a pas un uniforme précis. Ils peuvent porter à partir du moment où on est sur la marque Ralph Lauren. Ça se passe très bien. Et chez également Lacoste, ils ont fait, il y a eu un challenge et c'est la Vallée Village qui a gagné. Et je pense que le fait d'avoir formé les équipes, de les avoir motivées, ça a eu un vrai impact pour justement les motiver et leur faire gagner le challenge. Donc on a le pouvoir du cadeau, on a le pouvoir du challenge. De la répétition aussi peut-être, de renouveler ce type d'expérience de telle façon à ce que ça puisse aussi peut-être être ancré dans l'esprit des équipes. Il y a également, oui, la répétition. Je pense moi à mon client en Maison Café où je fais du coaching post-formation, coaching boutique. Oui. Je suis vraiment au même niveau qu'eux. Les clients, quand ils rentrent dans la boutique, ils pensent que je suis la conseillère de vente. Bien sûr, pour des règles d'hygiène, je ne sers ni les macarons ni les chocolats, mais je leur mets en pratique. Je mets en pratique concrètement ce que je leur apprends et ils voient que ça fonctionne. Et du coup, d'être là, de les booster, de voir que ça fonctionne, d'être présent. Ce qui est important justement dans la motivation. L'accompagnement. C'est bien de faire une formation sur 2 jours, mais c'est comme un régime. On va avoir son coach, on va faire une séance. C'est sûr que c'est pas ça qui va tout transformer. Mais le fait de faire un suivi, d'accompagner, d'être avec les équipes, de leur montrer que ce qu'on a dit en formation, ça fonctionne concrètement sur le terrain, c'est ça qui va faire que les équipes vont grandir, vont progresser et se sentir finalement grandir. Plein de bon sens, peu souvent rappelé dans ce thème justement. Si on dérive un tout petit peu dans un autre registre, moi j'avais envie qu'on aborde le thème de la reconquête des affluentes, notamment sur l'idée de savoir comment ces marques tentent-elles de les convaincre ou de les reconquérir en 2025. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques de luxe se concentrent sur les 2%, les VIC, Very Important Customer. C'est high net worth, ceux qui ont un patrimoine à plus d'1 million d'euros. Et pourquoi ? C'est parce que ces 2% génèrent plus de 40% du chiffre d'affaires de leur marque. Mais que reste-t-il de ces 98% de ces affluentes ? Eh bien, aujourd'hui, les marques de luxe, elles ne sont pas en reste et elles vont faire des activations. Et je vous ai sélectionné quelques activations très, très récentes. Vous avez, par exemple, Jacquemus qui vient d'inaugurer il y a 2 jours son Beach Club à Ibiza. Donc, il s'est associé avec une plage à Ibiza et avec donc, des parasols. On est vraiment sur le look Jacquemus avec un restaurant et bien sûr un pop-up shop. Si je ne peux pas m'offrir un sac Jacquemus ou une robe Jacquemus, je pourrais pour autant boire mon café, avoir un peu ma part de rêve au sein du restaurant implanté sur le Beach Club Jacquemus et surtout faire des photos, donc pouvoir les publier sur Instagram. Vous avez également Michael Kors qui investit, là je pars très très loin en Chine, à Hangzhou, les Hotel Stories de Michael Kors et qui propose, pareil, on est dans un univers incroyable, c'est dans un hôtel donc, mais je vais avoir un pop-up, un café et des activations qui vont permettre à ceux qui veulent soit s'offrir du Michael Kors, qui ont les moyens de le faire, ces 2%, de pouvoir le faire, ou aux 98% aux affluentes de pouvoir prendre un café, passer un bon moment également au sein de cet espace magnifique. Pour Michael Kors, par exemple, c'était une obligation de le faire parce que finalement, c'est une marque tellement puissante que j'aurais pu presque s'en dispenser. Pour Michael Kors, je pense qu'ils ont un peu besoin d'un revival de marque. Et là, ils ont vraiment pris des nouvelles égéries. Ils ont investi sur le thème donc Hotel Stories. Et là, on est à Hangzhou, donc en Chine, dans un hôtel. Je vous invite à aller voir mon Instagram ou mon TikTok Luxury Hotel Paris pour voir un peu les photos. C'est incroyable. Et si les marques de luxe ne s'adressent pas aux clients, c'est pas
on parle dans le luxe, les clients sont infidèles. Mais ils sont infidèles pas parce qu'ils n'aiment plus la marque, mais c'est parce qu'une autre marque a fait une activation et qu'on va oublier d'aller voir Michael Kors, en l'occurrence, par exemple. Donc non, les marques de luxe ont toujours besoin de faire des activations. Et pour conclure sur cette question, j'ai pensé à Lacoste, Oui. qui aujourd'hui, en fait, va s'adresser d'une part aux 2% quand elle va s'installer en ce moment actuellement au Shangri-La, qui va proposer une échappée gastronomique sport chic, puisque aujourd'hui vous pouvez avoir une expérience de vente à emporter, donc là ça va être mes affluentes, ou bien d'un restaurant éphémère Summer by Lacoste. Mais comment elle va faire pour s'adresser aussi à mes affluentes? Eh bien, elle a choisi Adèle Exarchopoulos comme nouvelle ambassadrice, une collaboration qui va nous confirmer son virage mode culturel de la maison, avec également Pierre Ninet. Pierre Ninet. J'ai un petit peu. L'excellent Pierre Ninet. Donc voilà comment Lacoste aujourd'hui va se positionner au Shangri-La Palace parisien. Donc évidemment, qui n'est pas... c'est pas toute la clientèle locale peut aller au Shangri-La, mais également avec son ambassadrice pour pouvoir recruter cette clientèle d'affluentes. Et on avait, dans un exemple très proche qui a eu lieu il y a quelques semaines, pas plus loin que le quartier du Marais, vous avez Ami qui a ouvert sur 2 étages, et ils ont eu l'excellente idée, par exemple, de fournir à un certain nombre de commerçants sur notamment la rue de Bretagne, que je connais très bien, des parasols. C'est quand même tout à fait tactique et plutôt malin. Exactement. Sur le plan marketing, c'est pareil, on ne peut pas aborder cette logique aussi de thématique, de connaissance des clients, d'expérience client, de formation des équipes, de vente, etc., sans parler des réseaux sociaux. Les fameux réseaux sociaux sur lesquels tout le monde est connecté, jeunes, moins jeunes, riches, moins riches, ceux qui aiment le luxe, ceux qui peuvent acheter le luxe. Mais finalement, vis-à-vis des marques de luxe, justement, est-ce que ces réseaux sociaux n'écartent pas les marques de la réalité plus qu'elles ne les rapprochent en faisant quelquefois des stories notamment ou des reels qui sont complètement éloignés de la réalité? Pour répondre à votre question, il faut savoir qu'au début, les marques de luxe, au début de l'ère d'Internet, dans les années 2000, il était hors de question pour les maisons de luxe d'avoir un site Internet. On voulait que les clients viennent en boutique. Donc le temps a passé et il y a eu le Covid. Et là, il y a eu une accélération extraordinaire des marques de luxe, cette résilience des marques de luxe. Et les réseaux sociaux est un moyen indispensable pour recruter la Gen Z, la Gen Alpha. Comme vous l'avez dit, toute la population, la clientèle Silver Edge, la clientèle Gen Z, Gen Alpha, est connectée en permanence sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des activations, il va y avoir nos Reels, comme vous l'avez dit, sur TikTok. Et aujourd'hui, je pense qu'une marque de luxe ne peut plus se passer de réseaux sociaux. Quand vous avez un nouveau directeur artistique qui est nommé, qui va effacer tout l'historique sur Instagram pour mettre le sien, ça va créer du buzz. Donc, quoi qu'il, il y aura du buzz qui va être créé. Mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper aux réseaux sociaux. C'est vraiment un moyen de communication directe parce que là, nous, on a une approche locale, française. Mais quand on a une dimension chinoise ou coréenne, déjà, on n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux. Et cela va avoir un impact, mais énorme. Anecdote à la Samaritaine, où vous avez le réseau social le Little Red Book, où vous aviez un client il y avait des Jellicat, c'est la marque Jellicat qui fait des petits croissants, des pains au chocolat, des baguettes. Ils avaient photographié justement, je crois que c'était un croissant à la Samaritaine, qu'il avait posté sur The Little Red Book. Et en fait, ils avaient la queue pour pouvoir avoir que toute la clientèle, je vais la dire asiatique. D'habitude, je fais vraiment la différence entre la Chine, le Japon et la Corée, mais là, ça a un tel impact sur l'Asie où ils ont été sold out, ils ont été, entre guillemets, victimes de leur succès. Par rapport à la sensibilité liée au réseau et à l'appétence de ces publics à être en permanence sur les réseaux. Et c'est surtout le nombre de personnes, parce que la population chinoise, c'est pas la même que la population française. Et donc, les réseaux sociaux sont différents. Le nombre de personnes connectées sur les réseaux sociaux, on a 1,4 milliard, 5 de Chinois. Donc, si on n'avait que 10% sur les réseaux sociaux français,
pas les réseaux sociaux français, la clientèle française, ce serait déjà incroyable. Donc le poids des lives aussi, des live shopping, sur les réseaux sociaux. Des e-shops qui sont apparus sur les Instagram, mais on peut même remonter, et c'est pour ça que vous allez voir, ma question précédente était complètement positive, parce que j'ai toujours, moi, été très surpris, par exemple, de voir une marque complètement iconique, à mon sens, qui s'appelle Chopard, qui, il y a 4 ans, s'intègre sur Snapchat et commence, en définitive, en mettant de la réalité virtuelle, où on peut essayer virtuellement, en passant son poignet devant l'écran, un bijou pour une marque comme celle-ci, qui est ultra élitiste, ultra prestigieuse, et il faut plutôt aller place Vendôme pour aller essayer le bijou. C'est quand même... mais est-ce que ça ne les écarte pas, en fait? C'est pour ça. Est-ce que ça ne les écarte pas? Dior l'a fait beaucoup avec Ouais. les sneakers, Ouais. Gucci l'a fait également. On est vraiment dans de la réalité augmentée. C'est une obligation pour vous maintenant? C'est pas, alors Snapchat, je sais pas, je gère pas trop ce réseau social, mais en effet, les activations des maisons de luxe dans la beauté, dans la mode sont présentes. Mais pour moi, oui, déjà, c'est d'avoir conscience que les réseaux sociaux européens, occidentaux sont différents de ceux d'Asie. Pour une marque de luxe, c'est hyper important. Enfin, elles le savent, mais on joue pas du tout sur les mêmes terrains de jeu, on communique pas de la même manière. Oui, en Chine, rappelons que l'omniprésence, par exemple, de WeChat, ça n'a rien à voir avec un Instagram pour nous, comme en Europe ou aux États-Unis. Ou bien quand TikTok va être banni, quand Donald Trump veut bannir TikTok des États-Unis, puisque c'est Douyin chinois. Donc voilà, d'avoir cette vision de la diversité des réseaux sociaux, ça, c'est hyper important. Et oui, pour moi, je pense que c'est nécessaire d'être présent. C'est une bonne complémentarité pour faire la jointure avec notre thème précédent sur les conseillers de vente. C'est une bonne complémentarité, justement. Ça aide, en fait, à mieux vendre. Alors, pour moi, mon conseiller de vente, comme je vous l'ai dit, il a la pression du chiffre d'affaires. Mais la culture du luxe, c'est très, très, très important. Donc, c'est-à-dire, quand je vais avoir un nouveau brand ambassadeur, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça nous donne de l'information en temps réel. Là, on est au Festival de Cannes. Il y a eu le Met Gala. Qui porte quoi en termes de mode, en termes de montres, en termes de bijoux? Bon, on parlait de Chopard, c'est le partenaire officiel du Festival de Cannes. Mais c'est vrai que d'avoir ces informations-là pour un conseiller de vente, c'est hyper important quand il va vouloir justement parler à une cliente, quand elle a, par exemple, justement, elle porte un bijou Chopard et qu'on est chez Louis Vuitton, par exemple, de pouvoir lui faire un compliment et puis de lui dire « Ah, mais vous avez vu, en ce moment, c'est le Festival de Cannes » et commencer à discuter avec elle. La culture du luxe, nous, sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on est à fond sur la culture du luxe. Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau des brands ambassadeurs, des sorties produits, des sorties collections, du Festival de Cannes, encore une fois, ou de la remise des cérémonies de la flamme avec les rappeurs qui sont de plus en plus importants dans l'univers du luxe. Donc oui, pour moi, c'est vraiment... c'est un moyen rapide d'être au courant déjà, de s'intéresser à sa marque, d'être un follower de la marque pour laquelle on travaille et de suivre 2-3 marques concurrentes pour avoir les outils nécessaires pour parler à mes clients. Avec des marques de luxe qui sont de plus en plus dans l'entertainment aussi. On le voit, hein, le mélange des genres, les Pharrell Williams, Rihanna, etc. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a un vrai mélange. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais j'ai quand même une dernière question en guise de conclusion. Et bien entendu, je rappelle tout de suite l'adresse du site internet luxurytale.com. Et on retrouve d'ailleurs aussi votre podcast, les talks du retail et du luxe, sur toutes les bonnes plateformes. Moi, j'aimerais juste avoir, Sabine, si tu le permets, avoir de manière prédictive, peut-être une petite vision sur comment on peut interpréter le retail luxe sur les 2 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Terre va trembler? La situation géopolitique est instable? Ou est-ce que les choses vont au contraire s'améliorer et être merveilleuses? On va commencer par les mauvaises nouvelles. Ce matin, actualité du luxe, Burberry évoquait la suppression de 1700 emplois. La semaine dernière, on avait une nouvelle crise qui touchait l'une des filiales du groupe LVMH, Moët & Cie, puisque la division vin et spiritueux annonçait la suppression de 1200 postes. Donc là, c'est les mauvaises nouvelles, dues effectivement à un contexte géopolitique. Pour autant, le secteur du luxe, on le sait, c'est un secteur résilient. C'est un secteur qui sait se relever, toujours se relever. J'ai 2 références.
les marques de luxe sont comme James Bond, elles ne meurent jamais. Ou tel le phénix, elles se réveillent toujours de leurs cendres. Aujourd'hui, les clients boudent les marques de luxe parce qu'elles ont abusé, elles ont trop augmenté leur prix et on n'a pas vu la valeur perçue en termes de qualité par rapport à l'augmentation des prix et donc les clients se dirigent vers des dupes. J'espère que les marques l'ont compris, je pense qu'elles sont en train de reconquérir leurs clients et elles doivent refaire leurs preuves. Aujourd'hui, les marques de luxe elles avaient fait leurs preuves, elles doivent refaire leurs preuves. Mais bien sûr, le luxe, c'est vraiment le rayonnement de la France à l'international. Le luxe ne meurt jamais. Et bien sûr que je prédis, même si la Chine actuellement est peu présente, on a l'Inde, les Indiens qui commencent à vraiment être très importants, une population très importante, aussi bien en terre d'Inde que les Indiens qui commencent à voyager à l'international. Donc, on avait les Japonais, puis on a eu les Chinois, la clientèle du Moyen-Orient. Les Indiens sont les prochains clients du luxe. On va quand même vivre de beaux jours pour le secteur du luxe. On reste positif. Merci beaucoup, Sabine Thémin. C'était une fois de plus encore passionnant et intéressant de vous écouter et d'avoir votre point de vue. Donc, je le rappelle une toute dernière fois, luxurytail.com et vous nous retrouvez avec toutes les marques sur l'ensemble des plateformes, bien entendu, Spotify, Deezer, Apple Podcast et surtout une grande nouveauté sur YouTube Music Podcast depuis seulement quelques jours. Je vous dis à très vite. Merci. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.